Merci Henri d'avoir organisé avec toutes les équipes un congrès aussi sur un temps aussi court, 2 jours c'est court, mais aussi dense, et puis de me permettre de venir en clôture vous partager des choses sur lesquelles je travaille de manière très quotidienne et qui m'inspirent et que je vais essayer de vous synthétiser. Henri les a un petit peu introduites déjà. Je vais commencer de manière un peu abrupte. Dieu dit. Chapitre 2 du livre de la Genèse, verset 18. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui faut une aide qui lui soit assortie. Je vais arrêter là pour les références bibliques. Ça veut d'emblée quand même dire que nous avons tous ontologiquement besoin d'être aidés. Ça veut donc dire que nous avons tous vocation à être aidants. Et ça nous renvoie à ce que Boris Cyrulnik nous a clairement dit hier autour de la question de l'altérité, sur laquelle aussi je reviendrai. Ça veut dire qu'en fait, il est naturel d'être aidant, comme j'ai essayé de le dire hier, même si dans l'histoire on a tourné autour des appellations, jusqu'à hésiter entre aidant proche ou proche aidant. Ça veut dire qu'il est naturel d'être aidant, mais en revanche, si c'est dans notre nature, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, dans la fonction d'aidant, se trouve appelé. C'est Hélène Viennet hier qui nous disait qu'il y a une invocation dans l'étymologie même du mot répit. Il y a une sollicitation qui est provoquée par une cause et qui appelle en retour une sollicitude. Et l'aidant, c'est celui qui incarne, d'une certaine manière, cette posture de la sollicitude. Il y a un appel, il y a une réponse, il y a donc une relation. Et au cœur de cette relation, il y a évidemment une altérité. Je disais aussi hier que l'aidant est naturel, mais qu'il fait des choses extraordinaires. Et en fait, l'aidant, si je vais quand même vous mettre une deuxième citation biblique, c'est au chapitre 4 du livre de la Genèse, c'est lorsque Caïn dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Alors, je n'irai pas plus loin, mais voyez, est-ce que l'aidant n'est pas aussi dans cette posture ontologique primordiale d'être le gardien de quelqu'un, pas simplement de le regarder, mais de prendre soin de lui. Et ce matin, le docteur Fredou nous disait à juste titre que si on est engagé, on ne peut être engagé que si on accepte de pouvoir se désengager et peut-être aussi de se dégager. Ce qui veut dire que le répit a une fonction fondamentale pour soutenir l'engagement de l'aidant, dès lors que ça lui permet, ça l'autorise à se désengager, peut-être aussi à se dégager. Être aidant, c'est être responsable, c'est être engagé, c'est aussi une exigence constante à travers des qualités humaines, mais aussi à travers, sans doute, des compétences qui sont acquises au fur et à mesure. Au fur et à mesure, nous disait encore Boris Cyrulnik, dans un monde où la culture est celle du sprint, alors que l'aidant, lui, est engagé, mais il ne le sait pas d'emblée, dans une course de fond. Et c'est donc cette idée que le répit doit pouvoir s'inscrire dans cette temporalité longue qui est celle de la course de fond. Enfin, je disais hier que l'aidant est un être hybride. J'aime bien le terme d'aidant parce que ça veut dire que, d'abord grammaticalement, qu'il participe au présent de l'autre. Il est un aidant, ce n'est pas qu'un substantif. Il est aidant, il participe au présent de l'autre. J'ai entendu tout à l'heure le présent anticipé, j'ai bien aimé ça, l'idée du présent anticipé. Et puis, si on voudrait se figurer que parfois les aidants devraient être parfaits, je me dis qu'il faudrait non pas être plus que parfait, mais être plus que présent pour clore un peu une métaphore grammaticale. Et puis je tourne la page. Cyrulnik nous disait que l'absence d'altérité provoque neurologiquement l'atrophie du cerveau. Et vous voyez comme, du coup, dans la fonction des dents, eh bien, il y a quelque chose à la fois d'ontologique, de fondamentalement humain dans ce registre de la solidarité, mais aussi sans doute de biologique, de neurologique. Alors, il nous disait aussi que sans les autres, c'est la mort, avec les autres, c'est l'enfer. Alors, j'ai été retrouvé, non pas que j'ai des sympathies particulières pour Jean-Paul Sartre, que je trouve un peu daté, mais j'ai été retrouvé un complément que Jean-Paul Sartre a tenu à faire publier en 1964, parce que quand on lui attribue toujours qu'il aurait dit, qu'il a écrit,
que l'enfer, c'est les autres, il a tenu à corriger un peu le truc. Je vous lis ce qu'il disait en 1964. « L'enfer, c'est les autres a toujours été mal compris. On a cru que je voulais dire par là que nos rapports avec les autres étaient toujours empoisonnés, que c'était toujours des rapports infernaux. Or, c'est tout autre chose que je veux dire. Je veux dire que si les rapports avec autrui sont tordus, viciés, alors ce ne peut être que l'enfer. Pourquoi ? Parce que les autres sont au fond ce qu'il y a de plus important en nous-mêmes pour notre propre connaissance de nous-mêmes. » Il ajoute « Ce qui veut dire que si mes rapports sont mauvais, je me mets dans la totale dépendance d'autrui, et alors, en effet, je suis en enfer. » Il termine en disant « Ça marque simplement l'importance capitale de tous les autres pour chacun de nous. » Et je trouve que, sans vouloir réhabiliter complètement Sartre, dont je trouve qu'il est quand même un peu daté, mais malgré tout, c'est important de voir que l'enfer, ça peut être les autres, mais la vie sans les autres, c'est aussi l'enfer. Et je trouve que ça, c'est très présent au cœur de la condition de l'aidant. Aidant hybride, il est à la fois un proche, on l'a dit, il est aussi amené à poser un grand nombre de gestes, à susciter des compétences, aidant Janus, presque, avec deux visages aussi sympathiques qui ne devraient pas s'opposer, qui devraient véritablement se compléter. Alors en première lecture, le répit, c'est quoi ? C'est la réponse pour dire que l'aidant est un être en besoin d'être aidé. Parce qu'on a identifié clairement les risques, le risque de l'isolement, de l'épuisement, le risque de la confusion, le risque de l'appauvrissement financier, peut-être aussi relationnel, le risque d'exercer une forme de puissance, toute puissance sur lui-même, sur l'autre. Bref, il nous faudrait aider les aidants pour leur éviter un certain nombre de risques. Et pour cela, le répit, si je m'appuie sur son sens premier, c'est faire cesser une chose pénible. C'est pause de l'assiéger avant le prochain assaut. C'est le repos, c'est la détente, c'est le souffle entre deux vagues. On a aussi ici parlé de sac et de ressac. Et je trouve que ce vocabulaire très guerrier doit nous interpeller parce qu'en ce moment, sans ouvrir trop loin le sujet, mais la guerre est en Europe et des gens ont besoin de répit. Ce répit-là, on le conçoit bien, besoin de se reposer, besoin de souffler avant de pouvoir encaisser le prochain assaut. Dans ce registre-là, on suppose que l'aidant est un souffrant, on suppose qu'il est en situation de gémir d'une certaine manière. Boris Cyrulnik, lui encore, nous a alertés sur les traumatismes insidieux, sur l'usure chronique, sur le risque de la noyade. Bref, l'aidant est en risque de devenir un gisant. Un gisant au sens ici J. Vous voyez ? Ici J, une victime d'une forme de guerre qui serait complètement mis à terre, noyé, submergé. Et Éric Fiat nous parlait, avec cette belle expression, la nappe phréatique de soi qui s'est tarie. Alors si nous restons sur cette idée que l'aidant est une victime potentielle en risque de noyade, au risque de devenir un gisant, j'ai bien aimé aussi l'échange que j'ai eu avec Morton tout à l'heure, qui m'alertait en me disant « mais quelles sont les populations qui ont droit à un jour de repos hebdomadaire ?» Alors on réfléchit un peu, et puis comme on avait l'air de peiner, il nous aide en disant ben, les aidants n'ont pas de jour de repos hebdomadaire. Et on a cherché, ben, les éleveurs non plus. Les éleveurs n'ont pas de jour de repos hebdomadaire. Alors sans m'aventurer à comparer la situation de l'aidé avec celle de bétail, vous voyez où ça nous emmènerait, mais comprendre qu'il y a effectivement cette tension constante, permanente, qui peut user dans cette circonstance de guerre, de gémissement. Et le mot gisant vient de gésir, et vous entendez la sonorité, la parentalité de sonorité entre gésir et gémir. Gésir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire étymologiquement être dans l'état d'une chose jetée. C'est violent, hein ? C'est brutal. Ça veut dire
être étendu, immobile, presque mort, comme Hélène Viennet qui nous parlait joliment également de la lassitude qui ne se sait pas lasse. On peut être quasi mort à la merci, à la puissance de l'autre et devenir un gisant, c'est-à-dire une statue. C'est pour ça que je me méfie aussi, comme Henri l'a un peu évoqué, même si ça reste ouvert à la discussion, de l'idée de proposer des statuts. Je préfère envisager l'aidant dans une logique de dynamique plutôt que dans une logique de statut, TUT ou TUE. Vous voyez ? Alors, comment passer du figement de l'aidant au gisant et puis après sortir éventuellement du gisant ? Si nous restons sur l'idée que le répit est un repos, alors Hélène Viennet nous disait, mais autre étymologie du mot répit, c'est le respect. Et elle l'employait dans l'idée de tenir en respect, ce qui est encore une métaphore guerrière, tenir en respect l'autre. Pas simplement avoir du respect, mais aussi introduire une forme de distance. Alors en fait, moi ça me dérange un peu parce que le mot respect veut dire en réalité regarder en arrière. Et la tentation de l'aidant, c'est de regarder en arrière. D'ailleurs, Catherine vient nous en effleurer un petit peu le sens en disant « j'aurais aimé retrouver la vie d'avant, j'aurais aimé rester dans la vie d'avant ». Et le répit est-il là pour nous permettre, à un moment donné, de souffler pour revenir à la vie d'avant, ce qui serait une forme de rêve, parce qu'il n'y a pas de vie d'avant qui puisse être réinvestie, la vie, elle va continuer à s'écouler. Et l'autre sens du mot répit, respect, c'est derrière la considération. Et là, je vais vous inviter à écouter aussi, peut-être lire les travaux de la philosophe Corinne Pelluchon, qui nous dit que le meilleur remède à la sidération, c'est la considération. C'est-à-dire avoir non seulement du respect, de l'attention pour l'autre, mais être avec l'autre dans sa sidération, rejoindre l'autre jusque dans sa sidération, cet espace innommable au sens propre, dont nous ne pouvons rien dire, cet espace indicible, et qui est la matrice dans laquelle l'aidant soit s'épuise, soit, et je vais essayer de vous montrer comment, se déploie. Éric Fiat nous parlait de dilatation encore hier. Sans aide, je m'isole, sans répit, je m'épuise, a-t-on entendu encore. Alors comment passer du gisant, avec tout ce que ça a de statique et de mortifère, au gisement ? Et le gisement, c'est un autre sens. Le gisement, autant le gisant veut dire se coucher, autant le gisement parle bien des couches sédimentées de minerais qui finissent par produire un gisement de pétrole, par exemple. Et en fait, c'est bien la sédimentation, c'est bien le travail du temps qui transforme quelque chose qui n'a pas de valeur en un gisement qu'il nous faut ensuite apprendre à explorer. Parce qu'une mare de pétrole, si vous n'avez pas la connaissance des mécanismes chimiques, vous n'en faites rien, ça reste un champ qui pue. Voyez ? Alors qu'aujourd'hui, la mare de pétrole, peut-être la métaphore est-elle désormais dépassée, je le souhaite, mais ça reste une source d'énergie. Comment concevoir, comment penser l'aidant comme étant, à travers l'expérience qui est la sienne, la source d'une énergie pour lui-même, mais au-delà, pour d'autres, pour le monde d'une manière générale. Alors, vous voyez que ça peut nous inviter aussi à regarder l'aidant comme étant à la fois passager, la situation de l'aidant pourrait-elle être passagère, le répit pourrait-il être passager, être éphémère, n'avoir qu'un temps, être une bulle d'air, une suspension, un souffle retrouvé ponctuellement, ou bien l'aidant pourrait-il être passager, c'est-à-dire nous aider, nous, à faire passage vers quelque chose d'autre, nous aider à prendre conscience d'une réalité de la vie sociale qui nous échappe et qu'on aurait tort d'enfermer dans un tiroir parce qu'elle a tant de choses à nous dire. Alors c'est quoi l'aidant gisement ? Alors je vais vous proposer quelques diapos que je vais passer très vite pour essayer de vous faire comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut passer du gisant, de cette vision un peu condescendante que nous condamnons tous, que nous rejetons tous, à une vision plus positive. Eh bien, à l'origine de toute expérience de vie, à l'origine de toute créativité, il y a une friction, il y a une pression, il y a quelque chose qui oppresse. Et en réalité,
il m'arrive de dire que, il m'arrive de reprendre à mon compte le fait que c'est de la friction que naît l'étincelle, bien évidemment. Il faut qu'il y ait de la friction. Il faut qu'il y ait une forme de rupture de la zone de confort, et un certain nombre de travaux que nous avons menés avec, et j'en reparlerai plus attentivement, avec notamment l'Association française des aidants et avec le groupe de protection sociale AG2R La Mondiale, nous montrent que dans l'expérience de la friction appliquée en particulier à la situation d'aidant, il y a des apprentissages de compétences. C'est ce que dans la physique on appelle l'énergie finale, c'est ce qui va sortir comme résultat. Mais cette énergie finale va elle-même induire une autre forme d'énergie qui s'appelle l'énergie dérivée, c'est-à-dire la transformation de ce que l'aidant est, pas simplement de ce qu'il sait ou de ce qu'il est capable de faire, à condition de lever ce qu'on appelle l'énergie fatale, c'est-à-dire des freins, et notamment le doute que l'aidant porte lui-même sur ses propres capacités. Comment permettre à l'aidant de dépasser la vision limitante qu'il porte sur lui, parce que c'est celle que nous portons collectivement sur lui. Ça, c'est une première idée pour souligner qu'il y a une création d'énergie qui vient au départ de cette friction. La deuxième chose que je vous propose, c'est une lecture qui vient des travaux du Cercle Vulnérabilité et Société, que j'ai co-créé en 2018, et qui a essayé de comprendre ce qu'est l'expérience de la fragilité, pour dire que tant que nous sommes dans une vulnérabilité que nous tenons à garder sous la ligne de flottaison, c'est-à-dire à camoufler, à ne pas laisser transparaître, alors les choses sont plutôt confortables, nous sommes dans un système qui se satisfait de lui-même, mais il arrive tôt ou tard un événement qui va rendre visible cette vulnérabilité, un accident de la vie, quelque chose qui va nous péter aux yeux. Et donc, pour éviter de devenir fragile, que mettons-nous en place? Eh bien, des processus de réparation, des processus de compensation, parce que ce que nous voulons absolument éviter, c'est la brisure, puisque fragile, étymologiquement, ça veut dire qui prend le risque d'être brisé. Alors, il y a là déjà une première idée du répit. Le répit, c'est ce qui permet à la personne de survivre, de rester dans le même système peut-être, de trouver ce bol d'oxygène. Mais les travaux du cercle vont un peu plus loin, puisque l'idée, c'est qu'il y a la possibilité d'opérer une permutation qui nous déplace de la fragilité pour nous emmener vers la vulnérabilité. Dès lors que nous assumons notre vulnérabilité, celle-ci n'est plus tant sous la ligne de flottaison, elle peut devenir visible, et dès lors qu'elle peut devenir visible, elle peut devenir un facteur d'une opportunité de création, une opportunité de co-création, et nous quittons le registre de l'iceberg qui est figé pour aller vers le registre de l'arbre dont les racines sont un gisement. Et dès lors que cette permutation a été opérée, elle s'opérera en particulier grâce au répit, pensé non plus comme un repos, mais pensé comme une ressource. Comment le répit peut être le catalyseur, le carburant de nos vies pour nous permettre, pas simplement de survivre en tant qu'aidants, mais de permuter pour devenir des aidants qui assument leur vulnérabilité et sont capables, non seulement pour eux-mêmes d'en faire quelque chose, mais éventuellement par adjonction avec les autres vulnérabilités mitoyennes, de faire une œuvre collective, de se grouper pour ensemble, à partir de nos vulnérabilités, inventer des choses qui sont de l'ordre de l'innovation, pas de la reproduction. Alors tous ces travaux-là sont disponibles, bien entendu, en ligne, donc je ne m'y arrête pas, vous pourrez compléter si vous en avez envie. Et la question de cette cohabitation des vulnérabilités, elle repose dans la notion de pair-aidance. C'est bien ça qui est au cœur de la notion de pair-aidance. C'est de s'entraider à partir de nos vulnérabilités. Alors, autre lecture, c'est le travail est un lieu de socialisation premier aujourd'hui. Comment pouvoir aider les aidants à rester dans la société si nous ne travaillons pas à leur inclusion dans le monde du travail? Alors, comment ça se passe? Eh bien, on a été regarder un petit peu que finalement, un aidant, c'est un manager de petite entreprise. C'est un petit patron dont l'entreprise connaît parfois la crise, mais globalement, non seulement il est amené à gérer tout un tas de choses complexes, et j'y reviendrai, mais il a même des objectifs en termes de préservation de la santé, la sienne comme celle de l'aider, de maintien au domicile, de préserver la qualité de vie. Il est lui-même comme un manager qui doit aussi gérer ses moyens dans l'atteinte de ses résultats, avec derrière des risques. Il vit des contraintes au quotidien, des contraintes, des frictions, et de ces frictions, on l'a dit, peuvent naître des choses. Il vit des risques, mais pas que, il vit aussi des ressources. Il y a des choses extrêmement positives qui surgissent de cette expérience-là. Alors, poursuivons.
nous avons été donner la parole aux aidants dans des groupes, évidemment, de parole, et on a été essayer d'inventorier. Alors, je vous le fais très vite, hein, parce que l'enjeu, c'est de comprendre la dynamique, c'est pas de rentrer dans le détail. Il fait des courses, il planifie des tâches, tout ça, vous savez parfaitement, moi aussi. Il accomplit des formalités, des actes de gestion administrative et financière. Il veille à la sécurité des biens et des personnes. Il veille à la santé des personnes, la sienne comme celle de l'aidant. Il est capable d'interagir avec un système de santé. Il s'est organisé en toute sécurité aussi la mobilité, à la fois intérieure, extérieure, les vacances. Et enfin, il s'est communiqué à travers des protocoles de communication, mais aussi à travers des outils modernisés. Bref, il fait tout un tas de choses. Est-ce que ça a de la valeur? Si vous me dites non, bien entendu que ça a de la valeur. Bien entendu que ça a une valeur quotidienne. L'enjeu, c'est comment est-ce que ces choses du quotidien, maintenant, on les raccroche à un langage que l'entreprise est capable de comprendre. Et du coup, qui est capable de l'attirer. Et à l'heure où, en plus, les entreprises, leur difficulté, c'est d'arriver à fidéliser, d'arriver à recruter. Donc, est-ce que les aidants sont une source, une richesse pour l'entreprise aussi? De sorte que l'entreprise ne tombe pas dans le piège dans lequel la société pourrait tomber, de sorte que l'entreprise ne cherche pas à recruter des aidants parce que ça ferait bien dans le paysage ou parce que ça serait gentil, mais parce qu'ils ont des compétences dont elle a besoin. Et alors, on poursuit un peu plus loin. Lorsqu'on fait un peu l'inventaire des tâches, eh bien, être capable de concilier sa vie d'aidant et sa vie professionnelle, être capable de gérer des moments à forte puissance émotionnelle, être capable de prioriser, eh bien, ça s'appelle être capable de s'organiser. Et derrière, on peut déployer tout un tas de talents. Là, on commence à parler le langage de l'entreprise. Être capable d'être à l'écoute d'un proche tout en discutant d'options, être capable de gérer les membres d'une collectivité, être capable d'interagir avec des professionnels de manière plurielle, ça s'appelle être capable de travailler avec les autres. Et là, on peut aussi raccrocher ça à un certain nombre de talents. Alors là, je ne vois plus. Être capable de prendre en compte les aspects extrêmement pluriels de la question, être capable de ma vue baisse, hein, être capable de choisir des solutions d'accompagnement adaptées, eh bien, ça s'appelle la capacité à résoudre des problèmes complexes. Et là encore, on est capable de mettre en regard de ça des talents. Être capable de mobiliser des outils digitaux, être capable de rechercher de l'information, eh bien, ça s'appelle maîtriser des technologies. Et on peut mobiliser les talents. Et curieusement, la grande surprise, ça a été de voir que ces talents sont ceux que le Forum économique mondial de Davos met en avant comme étant les grands talents attendus demain pour l'emploi. Donc, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les aidants sont la ressource humaine d'avenir parce qu'ils ont l'expérience d'avoir démontré qu'ils sont capables de faire ça. Ils l'ont fait sur le terrain, ils ne le feront pas que sur un CV. La difficulté, c'est comment est-ce qu'on les décomplexe pour qu'ils sentent qu'ils ont là une richesse qui parle et qui répond à des besoins. Alors, pour les décomplexer, eh bien, on peut mettre en place des outils. Ces outils sont, par exemple, un questionnaire où l'aidant s'interroge lui-même sur ce qu'il sait faire. Et à partir de ça, il découvre, parfois avec une grande surprise, qu'il sait faire des tas de choses, ou bien qu'il y a des choses qu'il ne sait pas encore faire, mais il peut apprendre, il peut se mettre en situation. Voilà un outil qui a été formalisé dans le cadre de ce travail qui s'appelle Aidance, compétences et emploi, et donc je veux dire encore quelques mots parce qu'il se poursuit après. Et puis, de l'autre côté, il faut aussi sensibiliser les recruteurs et les managers en leur disant, attendez, pas facile de recruter un aidant, pas facile de le faire parler sur sa situation, donc on va vous donner des fiches pour vous aider aussi à faire la conversion. Et puis au milieu de tout ça, il y a tous les acteurs associatifs de l'aide à l'accès à l'emploi. Bref, il y a une dynamique systémique qui part de quelque chose de tout bête, c'est que les aidants savent faire des courses, savent veiller à la sécurité de leurs proches, savent gérer un iPad, savent parler avec des soignants. Voilà. Ça, c'est des méthodologies qui permettent effectivement d'aller plus loin. Alors, de là, de cette expérience, vous voyez, on parle de l'étincelle, on part de la friction, on part de la contrainte de l'aidant pour voir en quoi cette contrainte devient une ressource et en quoi cette ressource devient un gisement à la fois pour l'aidant mais pour la société, puisque nous avons besoin de ces talents. Voilà. Alors je terminerai en disant que est-ce que c'est l'aidant qui est un gisement? Est-ce que c'est l'aidant qui est une ressource? Peut-être pas besoin de continuer sur le diapo. Voilà, j'en ai plus. On va peut-être reprendre. Je
laisse la régie gérer. Est-ce que c'est l'aidant qui est une ressource ou est-ce que c'est l'aidance qui est une ressource? Puisque l'aidant lui-même a besoin de ressources. Vous voyez ce paradoxe, il a besoin de ressources et il est en même temps ressource. Alors, ce que les travaux, là où les travaux nous enseignent, c'est pour nous dire qu'en réalité, il y a dans l'expérience d'être aidant, pas simplement de l'épuisement, il y a aussi une énergie durable. Et que le répit est une des clés de cette énergie durable. Le répit, c'est aussi du respire. Ce n'est pas simplement du souffle, ce n'est pas simplement une pause. Et ça rejoint là encore ce que Cyrulnik nous disait hier, c'est-à-dire que le répit est un élément de la dynamique de vie, est une brique dans la dynamique de vie. Ne doit pas être pensé comme un point à un moment donné, suspendu, qui permet de faire une pause. Ça doit être inscrit dans la dynamique de vie, au même titre que le sommeil est inscrit dans la dynamique de vie, au même titre que l'alimentation est inscrite dans la dynamique de vie, au même titre que tout ce qui rythme nos vies contribue à nous donner la ressource pour pouvoir continuer à agir. Et donc, le répit n'est pas un moment qu'on mettrait en œuvre quand les personnes sont exténuées. Il nous faut être capable de programmer, de projeter et d'inscrire dans la continuité de la vie le répit, le respire. J'ai bien aimé aussi ce que disait Gérard Rib hier en parlant de l'intimité avec soi. Ça, c'est aussi quelque chose qui me semble important, permettre à l'aidant de retrouver de l'intimité avec lui-même, cette respiration, cette nourriture. Comment le répit peut-il devenir la scansion, au sens scandé, de nos vies? Deuxième chose, le répit, c'est une fécondité. On l'a vu avec la rhétorique de l'arbre, on l'a vu avec la question de la dilatation posée par Éric Fiat. Comment le répit peut-il être, la question a été posée, tuteur de résilience? En fait, est-ce que le répit est tuteur de résilience? Est-ce que le répit est le terreau dans lequel s'enracine l'aidant pour produire du fruit? Est-ce que c'est un adjuvant? Il nous faut avancer sur cette lecture-là pour comprendre quel est le rôle chimique, presque physique, du répit dans la dynamique qui va permettre la dilatation de l'aidant, son expansion et sa participation dans la société. Plutôt que le terme résilience, moi j'ai tendance à préférer aujourd'hui sur ces sujets-là le terme de plasticité. Non pas parce que la résilience, en fait la résilience est mal comprise, et ce n'est pas Boris Cyrulnik qui me contredirait, elle est comprise par la plupart des gens comme étant un moyen de réparer une fracture pour revenir à une situation antérieure. Voilà. Or, dans son esprit, mais aussi quand on utilise le terme de plasticité, on voit bien ce qui se joue. C'est aider l'aidant, non pas à se réparer, mais à se transformer, à acquérir une autre dimension. Et la plasticité, c'est-à-dire la malléabilité, eh bien ça, c'est une qualité dont l'aidant sait faire preuve, confronté qu'il est tous les jours à des problèmes complexes, inattendus, qui le prennent par surprise. Enfin, la question de l'aidant, elle est une question d'écosystème. Je l'ai un peu évoqué avec le monde de l'entreprise, mais bien entendu, il y a derrière la question de l'aidant quelque chose qui est propre à tous les écosystèmes, c'est-à-dire ce qu'on appelle des boucles de rétroaction, c'est-à-dire que celui qui est aidé produit une énergie qui, en retour, vient alimenter ceux qui aident. Et donc, il y a, là encore, une dynamique qui se produit. Alors, je termine en disant que, à mon sens, il s'agit moins de continuer à parler d'aide. D'ailleurs, on utilise le mot aidant, et il est beau, mais il nous vaudrait mieux parler d'accompagnement que d'aide, parce qu'il nous faut changer nos représentations mentales. Quand on aide quelqu'un, on est encore dans des logiciels un petit peu unilatéraux, alors que l'accompagnement suppose de prendre le risque d'aller à la rencontre de l'autre et de cheminer avec l'autre en se laissant également transformer par l'autre. Donc, les aidants des aidants doivent eux-mêmes accepter d'être transformés, de devenir de plus en plus plastiques, de devenir de plus en plus mobiles. Enfin, de l'aidant gisant à l'aidant gisement, il y a un troisième temps, et c'est celui dans lequel nous entrons, et c'est pour ça qu'il me semble que ce congrès défriche, explore et doit se projeter vers l'avenir, tout en continuant à améliorer les conditions de soutien. Il doit aussi réfléchir, permettre de réfléchir à la manière dont on tire la sève de l'expérience d'être aidant
pour nourrir la société tout entière. En quoi l'aidant est-il non pas le gardien, en quoi l'aidant n'est-il pas simplement tourné vers la vie d'avant, mais en quoi peut-il au contraire être tourné vers la vie, vers l'avant, c'est-à-dire vers la vie qui vient? En quoi peut-il être à l'avant-garde de la société par un certain nombre de dispositions, par la puissance de l'expérience qu'il fait, nonobstant les risques d'épuisement qu'on a bien identifiés? Eh bien, certainement, les aidants peuvent être des ambassadeurs, au sens non pas d'émissaires, mais d'explorateurs de notre société. On le voit à travers la notion que j'ai évoquée des savoirs expérientiels. Quelles sont les compétences des aidants? Eh bien, le monde du travail, mais pas simplement, se tourne aujourd'hui, recherche, explore la question des savoirs expérientiels par opposition aux savoirs académiques, ceux qui s'apprennent dans le creuset, dans le feu de l'expérience et pas dans la lecture simplement des ouvrages. À ce titre-là, toujours avec AG2R La Mondiale et avec l'Association française des aidants, se constitue une pépinière d'entreprise qui est prête à explorer, à partir du travail qui a été fait sur les aidants, la question des savoirs expérientiels appliquée plus tard à d'autres situations, en quoi le fait d'avoir un handicap pourrait être aussi producteur de compétences, en quoi le fait d'être un parent qui s'occupe de son enfant, même sans aller jusqu'à en être l'aidant, est producteur de savoir. Bref, en quoi notre corpus de connaissances doit être dynamique, fondé sur l'expérience et pas simplement sur les savoirs. Autre chose, et je termine parce que je vois que le temps file, demain se tient à Valence, à l'initiative du Conseil général de la Drôme, une conférence dont je fais la conférence d'introduction, mais elle est déjà enregistrée puisque je ne pouvais pas y être demain. Mais j'ai trouvé la concomitance des deux événements assez intéressant. Conférence consacrée au répit, avec l'ambition de voir en quoi ce qui se travaille en termes de répit auprès des aidants pourrait aider toutes les autres situations de vie, les gens qui sont en situation de parentalité compliquée, les gens qui sont en situation d'exclusion sociale, et ils sont déterminés à essayer de comprendre en quoi le répit est une brique de vie et pas simplement un moment dans la vie, en quoi l'accès au droit commun, la garantie d'accès au droit commun à travers le droit au logement, le droit à l'emploi, le droit à l'énergie, tout ça, c'est aussi, ça peut être rangé dans la rubrique du répit. Et donc, pour terminer sur une note au départ sans doute un peu triste, mais finalement que j'espère joyeuse, nous voyons bien, et ça a été souligné encore ce matin par Gwenaëlle Tual, que notre monde est dans des contractions, et notamment des contractions énergétiques. Mais récemment, la guerre s'invite et nous voyons que nous sommes dans des contractions politiques, des contractions militaires, qui vont déterminer des contractions économiques. Bref, notre monde va vers de plus en plus de contractions. Il faudrait être fou ou mettre la tête dans un sac pour refuser de voir cette réalité. Alors on peut s'en lamenter en disant il va falloir vivre avec moi, ça va être plus compliqué, ça va être très douloureux, il y a des gens qui vont souffrir, et c'est vrai. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'un certain nombre d'expériences de vie, au premier rang de laquelle l'expérience de la maladie, l'expérience du handicap, et l'expérience d'être aidant, l'expérience du vieillissement, l'expérience du renoncement, l'expérience de la perte, toutes ces expériences qui aujourd'hui sont peu valorisées, devraient être retournées pour montrer à quel point de ces expériences naît une plasticité qui est la réponse de fond aux contractions qui viennent. Il y aura des résistances abruptes si nous ne sommes pas capables de nous rendre malléables, de nous rendre plastiques, de nous rendre adaptables, ce qui est l'exacte définition de l'évolution darwinienne, où on a longtemps cru que Darwin nous disait que seuls les plus forts survivent. C'est faux. Ce que nous dit Darwin, c'est que seuls les plus adaptables, seuls les plus agiles, seuls les plus souples survivent. Je vous rappelle que les dinosaures ont disparu, comme les chevaliers d'ailleurs. Il y a un moment donné, trop d'armure tue l'homme. Voilà. Donc, il me semble que dans la situation des dents, l'enjeu aujourd'hui est d'explorer le potentiel et s'étant donné les moyens d'observer ce potentiel de manière méthodique en partant de la parole des gens, de leur expérience et en essayant de construire autour de cette parole un certain nombre d'éléments d'appréciation, de repères, d'outils, eh bien, il me semble que là, nous nourrissons
la société qui vient et qui, étant plus contrainte, va exiger de nous non seulement plus de plasticité, mais, comme le dit Eric Fiat, plus d'humilité, c'est-à-dire être capable d'être dans le terrain, dans le terreau, être au plus près du réel, plus de courage, c'est-à-dire avoir de la persévérance, ne pas nous décourager. Or, on sait qu'autour des thématiques de répit, c'est facile de se décourager. Et plus de générosité, c'est-à-dire plus de partage, mais aussi plus de communication, et donc nous décomplexer. Et c'est bien l'enjeu d'un congrès comme celui-ci, c'est nous donner l'audace de propager un certain nombre de choses dont nous savons qu'elles ont une valeur fondamentale, mais il y a encore plein de gens qui ne le savent pas. Voilà ce que j'avais envie de partager pour vous en finale. Je vous remercie beaucoup d'avoir contribué aussi activement au succès de ce congrès.